Bonjour chers fidèles téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Thème d'actualité. Nous sommes à l'hôtel Olympique, ce beau cadre qui des fois nous donne bien la possibilité de pouvoir nous produire en ces lieux. Alors aujourd'hui je reçois Monsieur Ray Okana, qui n'est plus à présenter car ce n'est pas la première fois qu'il passe dans cette émission. Monsieur Ray Okana, bonjour. Bonjour Madame Ekibat. Bienvenue encore dans cette émission pour la seconde fois. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Ray Okana, vous êtes conseiller engagé aux petites et moyennes entreprises. Vous êtes également inspecteur des impôts. Vous avez été candidat à la dernière élection législative. Locale. Locale. Vous êtes directeur national du programme multisectoriel intégré de soutien à l'entrepreneuriat. Et vous êtes également vice-président de la commission d'évaluation et d'installation dans les ZS. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Juste pour préciser, vice-président de la commission portant évaluation et incitation à l'installation des entreprises dans les zones économiques spéciales. Alors comment vous faites pour essayer de vous rendre utile avec toute cette casquette que vous portez? Non, mais parce qu'en réalité, l'action que porte le ministère des PME est une action transversale qui touche un certain nombre de pans, notamment que ce soit au niveau de la justice, parce que quand on parle de climat des affaires, il y a des aspects liés à la réglementation, il y a des aspects liés au développement de l'entrepreneuriat féminin, par exemple, qui touchent la question du harcèlement sexuel en milieu d'affaires. Et aujourd'hui, la loi, par exemple, Mouébara vient, avec le cas d'espèce, sur une disposition, apporter des solutions dans ce sens, pour donner une couverture aux femmes. Et pour les zones économiques spéciales, c'est la question de la promotion du contenu local. Déjà, la première loi qui avait été mise en place donnait une part belle aux investissements directs étrangers, parce qu'il faut souligner pour les pays en voie de développement comme nous, leur principale ressource, c'est les IDE, les investissements directs étrangers, l'aide publique au développement et le transfert des migrants. Et donc, le Congo n'a pas fait fi d'inciter les entreprises, comme font d'autres pays, à s'installer du fait d'avoir un climat très stable qui peuvent offrir des rendements intéressants puisqu'il y a une stabilité qui existe. Et au-delà de ça, le gouvernement pensait qu'il fallait coller à cette orientation le tissu local de manière à ce qu'il profite de ces investissements en termes de joint venture et qu'il y ait un transfert de compétences qui profite à la dynamisation du tissu productif local. Donc c'est pourquoi, comme vous avez su le dire, je me retrouve un peu partout ailleurs, même sur les questions de l'État, j'en suis le point focal pour le corps du ministère. Et c'est ces questions-là transversales que nous traitons en permanence aux côtés de Madame la ministre qui, elle, a reçu les lettres de mission du chef de l'État, en l'occurrence Madame Jacqueline William-Nicolo, ministre des PME et de l'Artisanat. Nous allons y revenir. Nous allons, sur cette thématique enjeux politiques et social, essayer de balayer un tout petit peu votre analyse du climat social et politique, surtout que nous sommes en période électorale, de l'électorat présidentiel. Mais entre-temps, j'aimerais bien savoir sur quelle casquette. Est-ce que vous vous considérez comme étant homme politique parce que vous avez été candidat aux élections locales, ou encore vous vous considérez comme étant un citoyen observateur? Outre ma casquette d'acteur politique parce que j'ai été, comme vous avez su le dire, candidat aux élections locales à Ouinté, je suis d'abord un administrateur, c'est-à-dire une composante de l'administration. Et c'est plutôt en cette qualité que j'interviens sur votre émission, parce que je pense qu'il est important, dans le cadre de la messe électorale, de faire parler ceux qui ont la charge de décliner la vision politique, notamment les administrateurs de l'État. Et c'est sur cette casquette que j'interviens, et c'est surtout pour valoriser un concept qui est celui de la responsabilité sociétale du cadre. Parce que le cadre, avant tout, est celui qui doit apporter des solutions. Nous sommes payés par ça. Un fonctionnaire de l'État, il est payé pour apporter des solutions. Il n'est pas payé pour bavarder. Et au-delà de ça, effectivement, il est citoyen aussi dans la société. Donc, il s'intéresse à des questions qui ont un impact sur son quotidien comme sur le quotidien des autres. C'est sur cette casquette que j'interviens pour apporter ma petite. À quelques jours du scrutin du 15 mars 2026, quel est votre ressenti sur l'état d'esprit de la population dans les quartiers de Brazzaville comme de Pointe-Noire? Vous y étiez.
à Pointe-Noire pour le lancement de la campagne présidentielle du président sortant. Quel est votre ressenti en tant qu'observateur, en tant que citoyen, en tant qu'administrateur? Vous faites bien de le relever. Ce qui est très intéressant, et vous avez su le dire que j'ai été à Pointe-Noire jusqu'à Kinkala aux côtés du candidat président. Actuellement, nous sommes en période électorale. C'est le candidat président qui présente un projet de société. Pourquoi faire le tour pour comprendre, pour écouter le candidat président? Parce que ces 5 années, c'est lui qui a porté l'action. En tant que président de la République, c'est lui qui incarnait l'État. Et le discours du chef, en réalité, renseigne sur les défis que nous, les administrateurs, nous sommes censés relever. Et le diagnostic du chef nous appelle à la fois à la responsabilité en lien avec les défis qui sont posés, mais aussi nous permet de voir si réellement, dans le cas d'espèce, nous avons pu faire notre travail. S'il me faut parler du diagnostic, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste à faire. C'est l'impression que j'ai eue, suivant le discours du président à Madingo. Il a fait une part belle à la jeunesse, parler du potentiel que dispose ce département. Et le président a mis un accent particulier sur la lutte contre les inégalités territoriales, sur le plan économique, de manière à ce que chaque département puisse valoriser son potentiel et donc créer les conditions pour améliorer la qualité de vie de ces populations. Donc c'est pour dire que tout le long de ce transfert, pour nous les administrateurs, c'est important, pas seulement de suivre le président, même de suivre ceux qui sont à l'opposition, parce qu'il s'agit du jeu démocratique. Souvenez-vous, j'ai intervenu pour commenter le discours du chef de l'État en 2021 sur Télé Congo. Il avait fait de la question de la stabilité politique son cheval de bataille, qui est une condition sine qua non pour que les investissements fusent, pour que toute l'action de croissance s'impose. Donc, nous avons effectivement, nous sommes d'accord, que vous conviendrez avec moi, que si nous passons cette émission, c'est parce qu'il y a une stabilité, une tranquillité. Et au-delà de tout, qu'est-ce qui a été fait? Nous, les administrateurs, nous regardons, et c'est dans ce sens que nous accompagnons le chef pour comprendre, pour qu'une fois encore, à l'issue de ces élections, quand les Congolais se seront prononcés, parce que chacun candidat, nous allons avoir la possibilité de comprendre l'ossature de l'action et de voir qu'est-ce qui est attendu, et pour travailler à apporter des solutions. Mais je répète que nous suivons tous les candidats, y compris le diagnostic porté par les candidats de l'opposition, parce qu'il s'agit du jeu démocratique. Vous savez que l'administration est transpartisane, donc il n'y a pas de clivage, nous suivons tout. Et ça nous permet d'avoir un œil beaucoup plus responsable. Les avis sont partagés, tantôt négatifs, tantôt positifs. Vous, en tant qu'observateur, en tant qu'administrateur, vous êtes également jeune, vous fréquentez les jeunes, vous êtes parmi les jeunes, vous êtes avec les jeunes. Constatez-vous un réel engouement de la part des jeunes concernant cette élection, ou encore sont-ils juste résignés à faire les choses telles qu'elles se présentent? Bon, ce qui est sûr, généralement je souris toujours avec ce concept de jeunesse. Si je me réfère au cadre légal, c'est jusqu'à 35 ans. Et je ne me suis jamais caché, j'en ai 45. Donc je suis plutôt plus jeune, mais on a l'habitude de dire au Congo, quand même à 40 ans, on est toujours jeune. Et ce que je constate, au-delà de ma propre réalité personnelle, il y a effectivement des problèmes qui se posent, dont il nous faut apporter des réponses à tous les niveaux. Sur la question économique, sur la question sociale, sur la question culturelle. Le diagnostic chez moi, il est simple. Pour moi, en tant qu'administrateur, parce que je dis, un administrateur, dans les écoles d'administration, nous a souvent dit qu'il est important d'être en capacité de se mettre dans la peau du bénéficiaire. Et quand je dis la peau du bénéficiaire, c'est son ressenti. C'est pourquoi il est important pour les hauts cadres qui sont au niveau de la conception de développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et parmi les axes fondamentaux de l'intelligence émotionnelle, il y a l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité d'un haut cadre de se mettre à la place du bénéficiaire pour qu'il ait la possibilité de concevoir des politiques publiques qui sont en lien avec la réalité du bénéficiaire. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a
un gap entre la vision politique posée par le chef de l'État et l'action de terrain. Au niveau, le gap, c'est l'administration. Parce que l'administration, en réalité, c'est le bras opérationnel de la vision politique. Le chef, il pose la vision, l'administration décline. Et dans le cas de l'esprit de la Constitution, le chef de l'administration, c'est le Premier ministre. Et d'ailleurs, la particularité, c'est qu'il répond en responsabilité devant le chef de l'État. Donc, l'administration est responsable devant le chef de l'État. Et la vocation de l'administration, c'est d'apporter des solutions. Mais pour ma part, mon petit diagnostic, ce qui se passe, c'est que nous, les acteurs de l'administration, y compris moi, je ne m'exclus pas, d'après mon diagnostic, nous passons plus de temps à faire autre chose qu'à apporter des solutions. Et quelquefois, à être dans des batailles de personnes plutôt que dans des batailles de résultats. C'est pourquoi, quand vous regardez le plan stratégique de la réforme de l'État qui a été présenté par le ministre de la réforme de l'État, délégué auprès du vice-premier ministre, dont je salue la mémoire, il pose le diagnostic et il présente les risques à maîtriser dans le cadre de la gouvernance publique. Parce qu'il faut savoir que le développement s'apprécie sur deux piliers. Il y a le pilier du secteur privé et il y a le pilier de l'administration publique. Or, ce qu'on constate en administration publique, c'est qu'elle souffre d'un problème de rendement. On passe moins d'heures à travailler essentiellement sur nos dossiers qu'à bavarder. Et ce depuis des années. Et effectivement, c'est pourquoi, pour ma part, vous me le permettez, après on peut être ou ne pas d'accord sur le diagnostic, mais par ma petite expérience, contrairement à tout quand il essaie de se positionner, le problème ne se situe pas à la présidence. Le problème ne se situe pas au niveau du chef de l'État. Un chef fait confiance à des collaborateurs. Vous ne pouvez pas être manager et ne pas faire confiance à vos collaborateurs. Le président de la République, il trace la ligne. Et après, il y a des administrateurs qui déclinent, qui travaillent. Mais dans la façon de décliner, quelquefois, vous constaterez que nous, les administrateurs, on a la difficulté d'être dans l'esprit de l'être des missions. Ce qui fait que les dispositifs, quelquefois, qui sont conçus, souffrent de beaucoup d'efficacité en ce qui concerne les attentes des populations, des usagers du service public. C'est pourquoi je me dis que c'est pourquoi j'ai parlé du concept de la responsabilité sociétale du cadre. Il nous faut de plus en plus travailler et je pense moins bavarder. C'est ce qui peut nous apporter le vrai progrès. Et je rappelle encore l'hymne Unité, Travail, Progrès. Quand vous regardez, il y a l'unité, il y a le progrès, au milieu, il y a le travail. Donc c'est le catalyseur. Si nous arrivons à travailler, que chacun arrive à faire son travail à son échelle, partant du planton jusqu'aux hauts décideurs, je pense que nous allons avancer vers le progrès économique souhaité. Je vais vous prendre un exemple, puisque nous vivons tous en société. Vous remarquerez que si, je prends un exemple, vous recrutez une ménagère, elle commence bien, et à la fin, elle pose des actes malsains. Vous ouvrez un restaurant, vous recrutez des travailleurs pour faire pour vous accompagner, faire le service, il finit par poser des actes malveillants. Vous achetez un véhicule pour faire des activités lucratives, par exemple taxi, vous recrutez un taximan, il finit par décevoir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une crise des mœurs. C'est ça le diagnostic. Ça veut dire que nous sommes dans une société qui souffre, qui est profondément malade. Et il y a un adage que j'aime bien qui dit « c'est une grave erreur de se sentir en bonne santé dans une société profondément malade. Quand la société souffre, vous souffrirez forcément. » C'est pourquoi, en réalité, le diagnostic n'est pas du côté du politique, c'est du côté des mœurs. C'est les valeurs que nous portons, la culture. Quelles sont les valeurs pour lesquelles nous nous identifions, qui traduit qui s'exprime dans nos façons de porter le jugement et notre capacité d'agir. Donc le vrai problème, c'est celui des mœurs. Quand vous avez des mœurs, découle la malgouvernance, toutes les travers, corruption, ne découlent que du problème. Selon vous, quelle est la solution? Puisque depuis là, nous savons que dans les administrations, dans les ministères, il y a ce problème de latence, ce problème où les gens ne veulent pas travailler, ce problème où certains des cadres puisent dans les caisses de l'État. Il n'y a pas de... Moi, je vous laisse responsabilité, je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de radiation, il n'y a pas de sanction. Est-ce que ce n'est pas une manière
pour l'État en tant que tel ou pour les administrateurs en tant que tel de laisser aller ce problème de mœurs dans les administrations et les ministères? Votre interpellation est légitime. Mais je vous prends un exemple. Vous êtes ici, vous êtes une équipe, je crois que c'est Télé Congo. Vous êtes avec un caméraman. S'il ne fait pas bien son travail, si vous ne le sanctionnez pas, est-ce que c'est le problème du président Sassou? Je vous laisse répondre. Est-ce que c'est le président Sassou? Vous voyez que Ça vous avez dépend. des... Voilà. Ça dépend. Donc moi qui suis administrateur, quand j'ai une équipe sous moi et que j'estime que j'ai... C'est pourquoi le plan de la réforme de l'État va vers les contrats de performance, de manière à ce que la performance soit au centre de l'action publique. Donc quand vous ne sanctionnez pas, ça n'a rien à voir avec la présidence. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, si chacun d'entre nous pouvait faire son travail, du caméraman qui est derrière cette caméra, s'il ne fait pas son travail, si vous ne vous sanctionnez pas, ça n'a rien à voir avec le président qui est là-bas, ni le directeur général de Télé Congo. Donc c'est simplement le fait que chacun devrait faire son travail. Pour moi, le diagnostic est là. Et quand j'ai suivi le candidat président à Madingou, moi j'ai été ravi parce que j'ai senti une forme de lucidité. Il parle de la primauté d'investir dans l'humain. Et c'est en réalité la question des mœurs recommande d'investir dans le capital humain. C'est la première intron. Je me rappelle toujours de l'adage du feu Mwamba qui disait que nous souffrons de légismania. C'est-à-dire, on pense que dès qu'il y a un problème, il faut légiférer. Mais que valent les lois sur les mœurs? C'est les hommes qui appliquent les lois. Donc si les mœurs ne sont pas suffisamment aguerries et rythmées en fonction des défis, vous pouvez avoir tout le beau cadre législatif que vous voulez, rien ne changera. Donc le premier travail, c'est le travail sur les mœurs. Et comme le président l'a dit dans son parcours, je l'ai suivi, c'est la question des mœurs. Il a parlé de la question du capital humain, d'investir dans le capital humain, et il a parlé des questions essentielles de celui des infrastructures, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de on projette une croissance parce qu'il y a des facteurs de développement qui accompagnent la croissance, notamment les infrastructures. Vous et moi, si nous sommes ici, je pense pas ici peut-être, mais si nous suivons quelques messages, que ce soit des opposants ou ceux de la majorité présidentielle sur TikTok ou sur les plateformes numériques, c'est parce qu'il y a eu des investissements. Effectivement. Sans ces investissements, on ne serait pas aussi connectés. Donc à un moment donné, il faut reconnaître les bienfaits de l'action, mais ne pas s'enivrer de ces résultats, parce que derrière, il y a encore des réalités qui peinent à être... Il y a encore du travail à faire. Voilà donc, pourquoi on parle d'accélérer la marche. Même. Exactement, accélérer la marche. C'est ça, c'est exactement ça. Nous avons les enjeux de la vie quotidienne, au-delà de l'administration. Nous avons le panier de la ménagère qui prend tout un coup. Et jusqu'aujourd'hui, les femmes peinent à pouvoir s'en sortir. Nous avons également le service de base tel que l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, qui aujourd'hui semble être un véritable problème pour les Congolais. Alors, pensez-vous qu'avec tous ces soucis, que les Congolais soient aptes à aller le 15 mars voter pour votre candidat? Bon, il faut reconnaître que les problèmes qui sont posés sont légitimes. Les problèmes d'eau, d'électrification sont légitimes. Et je le dis, le président l'a redit dans son parcours, il a posé le problème de l'électricité, parce qu'il n'y a pas d'industrialisation sans électricité. Or, la question de l'électricité, pour les économistes qui le savent, c'est une question structurelle. Ça veut dire qu'il ne peut être traité à court terme, plutôt à long terme. Moi, je me rappelle, vous allez me permettre de revenir sur un certain nombre de discours du chef de l'État, par exemple, quand il a inauguré le lycée Liberté réhabilité, modernisé. Il a parlé de la mémoire courte des Congolais. Moi, je me rappelle, la conférence nationale avait pour but de poser les assises, le diagnostic de tous les problèmes qui se posaient au niveau de l'économie, parce qu'on pensait qu'il y avait énormément de freins et qu'il fallait que le candidat président à l'époque tolère ces assises qui se sont déroulées, qu'il a toléré d'ailleurs, qui se sont déroulées, et le diagnostic a été posé. Je me rappelle, en 89, le Premier ministre Pongui, dans une interview de Jeune Afrique, mars 89, posait le même diagnostic qu'aujourd'hui. Il dit,
Nous n'avons pas la maîtrise de la gestion économique. Les effectifs sont pléthoriques, les rendements sont faibles et nous n'arrivons pas à proposer des prix concurrentiels. Vous le liez au diagnostic du Premier ministre Mwamba, qui posait la question de la légismania, que nous souffrons de légismania, donc cette folie de légiférer. Et vous revenez au diagnostic d'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on tournique. Mais on tournique pourquoi? Parce que le bras opérationnel qui est l'administration commence à poser problème, devient comme un parasite. Et le bras opérationnel, c'est nous. C'est pourquoi moi je m'inclus, hein, je ne suis pas extérieur. Et quand l'État, c'est comme un organisme vivant. Il vit. Et vous imaginez, on vous coupe vos bras, vous n'arriverez plus à vous nourrir, qu'est-ce que vous faites? L'organisme tombe malade et vous finissez par rendre l'âme. C'est comme l'État. Quand l'administration devient malade, l'organisme de l'État souffre, l'État tout entier souffre. Et l'administration, c'est nous. C'est pourquoi je disais que le plan stratégique a identifié un certain nombre de risques. Les risques, c'est l'effet d'incertitude sur la réalisation des objectifs, dans l'exécution des politiques publiques. Donc, ces risques à la fois stratégiques et opérationnels permettent aujourd'hui au cadre que nous sommes de comprendre où se posent les problèmes et d'apporter des solutions. Comme je disais, nous sommes payés pour apporter des solutions. Et le président, c'est pour évaluer et à la fin sanctionner. Le président Denis Sassou Nguesso est l'une des personnes, l'un des premiers citoyens à être au fait de tout ce qui se passe au Congo. Que ce soit les problèmes que nous avons dans le milieu de l'administration, que ce soit, nous l'avons vu avec le phénomène des Bénois, où à la fin, il a pris à bras le corps le problème et l'a résolu. Avant cela, nous avons vu que la police est impliquée, il n'y a pas eu de solution. Ceux de la justice se sont impliqués, pas de solution non plus. Mais dès qu'il a donné le mot d'ordre, le calme s'est fait. Alors, qu'est-ce qui manque au président de la République? De se lever encore pour pouvoir sanctionner tous ces cadres. Et je dis bien tous ces cadres parce qu'ils sont connus, des administrations, des ministères. Ils sont connus, ils sont fichés de les sanctionner pour le travail mal fait, sachant qu'il y a des jeunes qui peuvent faire mieux, qui sont diplômés et qui jusqu'à aujourd'hui attendent du boulot. La question des jeunes peuvent faire mieux. Je suis d'accord parce que l'expérience théorique n'a rien à voir avec la pratique. Et moi, je me réjouis parce que, effectivement, je me réjouis parce qu'il doit y avoir un transfert intergénérationnel. Le président Akinkara en a parlé. Et je me réjouis que le président ait dit qu'il y a une jeunesse préparée et compétente, donc il peut. Et le président est venu sur une histoire où il dit à 17 ans, il a pris son engagement à 17 ans. Il parlait d'une association pour laquelle il appartenait, mais qui est en lien avec les aînés qui étaient en France, qui avait aussi eu un organisme qui travaillait sur des convictions de porter le pays vers le développement. Et il a cité un de ses aînés, Noumazalaï, pour dire, voilà qu'à cette époque, très jeune, nous étions engagés, mais nous avions des convictions. Ce que l'on constate aujourd'hui au niveau des jeunes, je ne m'exclus pas, mais malgré que je ne suis pas jeune, il y a plus une forme d'opportunisme béant. C'est-à-dire tout le monde veut avoir tout sans produire au moindre effort. On veut tous être lotis, on veut tous circuler en Cadillac, mais le travail, c'est du travail qu'on arrive à se donner en train de vie. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi nous craignons, nous administrateurs, quand nous voyons, pour ma part, mon diagnostic, que cette génération fasse pire que ses aînés. Parce que j'ai l'impression que cette génération ne s'approprie pas les enjeux et les vrais défis. Les vrais défis et se contente à que des revendications. Et moi, j'ai toujours dit que la jeunesse est un état d'esprit. Hein. Au-delà du chiffre statistique, c'est d'abord un état d'esprit. On peut être vieux et avoir des idées innovantes. C'est cela que... Maintenant, pour revenir à la question précise de pourquoi le président, parce que vous me direz peut-être que j'ai évité la question. On a vu le président réagir fermement sur la question de la délinquance criminelle. Vous savez, vous le savez, vous vivez au Congo. Ça a valu au président toutes sortes d'attaques de la part des opposants aujourd'hui qui font campagne en sécurité, hein, là où il y avait l'insécurité. Aujourd'hui, ils font ces quartiers. Il y a eu, soi-disant, entre guillemets, des organismes de droits de l'homme qui sont légitimes, qui sont montés au créneau, qui ont dit des choses
le président a tenu bon. Vous voyez que les premiers adversaires du changement, ce n'est que nous autres. C'est-à-dire, vous avez un chef qui prend le devant pour dire ça doit s'arrêter, et vous avez des gens qui se disent qu'ils sont très éclairés, bon, après, très révélés, ils vous disent non, ça devrait faire ceci, comme si un délinquant, c'est quelqu'un qu'on change avec une Bible. Mais aujourd'hui, qui n'est pas content de circuler tranquillement? Le président avait fait allusion aux mamans de petites choses qui descendent à 4 heures du matin pour aller faire leurs activités, notamment aller vendre, ainsi de suite. Ils se réveillent très tôt. Mais aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le phénomène de délinquance criminelle a considérablement baissé. Ouais. Et nous pouvons circuler librement et en toute sécurité. Voilà. Et le président a même dit, je vous rappelle, qu'il avait donné des instructions. C'est parce qu'il a constaté que ça balbutiait un peu, il était obligé de monter. C'est la même chose. Le président a des équipes qui sont les ministres qui reçoivent les lettres de mission, et chaque ministre relève l'instruction du chef au niveau des administrations. Mais c'est les opérationnels, nous autres, qu'il faut qu'on fasse le travail. Quand on ne fait pas le travail, malheureusement, le président est comme un bon tout. Et à un moment, bon, mais ça n'empêche que, au lieu de chercher la sanction au niveau du président, il faut chercher la sanction au niveau de l'administration. Pourquoi voudriez-vous que ce soit le président qui appelle au téléphone pour dire sanctionner M. Okana parce qu'il a pas mal travaillé? Ce devrait être mon chef, qui est ma ministre, qui est le patron du ministère, ou bien encore un autre cadre pour lequel je pourrais peut-être être sous tutelle au cas où j'avais une autre tutelle que mon ministre. Et c'est ainsi de suite que nous pouvons arriver à un vrai travail de qualité. Nous allons suivre ces images, c'est l'échange du président de la République avec les jeunes, c'est à Madingu. Effectivement. Les jeunes entrepreneurs politiques. Suivant ces images, on se retrouve tout à l'heure. Une foule à perte de vue. Dans le département de la Bouinza, personne n'a voulu se faire compter le grand meeting du candidat Denis Sassou Nguesso à Madingu. Son arrivée a mobilisé des milliers de militants et partisans de la majorité présidentielle venus de Bokosongo, Kingwe, Ludima, Mabombo, Mfwati, Mouyondi, Tiaki, Yamba, Nkayi, ainsi que de Madingu, sans oublier les différentes forces vives du département. À peine installé, le candidat a reçu les hommages des délégués des jeunes, des femmes et des sages de la Bouinza qui ont salué son action en faveur de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'entrepreneuriat multisectoriel, mais aussi pour la paix et la sécurité, avant de lui réaffirmer leur soutien au scrutin de mi-mars. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Alors, président, comme vous avez le cœur pur, mais qui ne peut pas voter pour vous, c'est pourquoi cette les jeunes ont pris l'engagement, les femmes ont pris l'engagement. Président, sachez que vous êtes béni et que vous gagnerez. Je vous remercie. Voyons dans ces déclarations une marque d'adhésion populaire à sa politique. Denis Sassou Nguesso réaffirme en langue nationale sa détermination à poursuivre son action. Ici à Madingu, chef-lieu de la Bouinza, département considéré comme l'un des greniers agricoles du Congo et doté de ressources minières stratégiques, notamment le cuivre et le calcaire déjà en exploitation. Le candidat réitère ses engagements en faveur de la diversification économique, une dynamique soutenue par la route Pointe-Noire-Brazzaville et la voie ferroviaire, a-t-il précisé en Kitouba. On vient ici pour pratiquement le rassurer parce que le 15 au soir, nous savons que le président Sassou Nguesso sera brillamment élu dans la Bouinza. Après le lancement de la campagne à Pointe-Noire, dans le Kouilou, dans le Niari, dans la Likoumou, et le voilà aujourd'hui à Madingu. Et au nom et l'ensemble des populations de la Bouinza se sont mobilisés aujourd'hui pour rendre un hommage à celui qui incarne le devenir du Congo. Et nous avons la responsabilité historique de l'accompagner jusqu'à la victoire dès le premier tour. À Madingu, le bain de foule du candidat a pris des allures de démonstration de force
confirmant son ancrage politique dans la Bouinza et consolidant sa dynamique de campagne à quelques jours du scrutin. Nous sommes de retour sur ce plateau. Tout à l'heure, vous avez signifié une chose sur la jeunesse, sur ces jeunes qui veulent vite avoir, mais qui ne veulent pas s'adonner au travail, qui sont partisans du moindre effort. Alors, à ce moment-là, quel regard portez-vous sur l'adéquation entre le système éducatif actuel et les besoins réels du marché du travail congolais? C'est l'un des défis à relever, vous avez raison. C'est pourquoi je dis qu'il y a des préoccupations légitimes, notamment le président, sur la question inadéquation, qualification, emploi, le président l'a plusieurs fois dit. Mais c'est toujours ce que je répète, qui doit traiter les problèmes? Le chef donne l'orientation, l'administration exécute. C'est au sein de l'administration que ces problèmes doivent être traités. Et la question du système éducatif, nous y travaillons. Par exemple, l'orientation économique du gouvernement, c'est aujourd'hui travailler sur une politique de l'offre, c'est-à-dire favoriser la création d'entreprises. Et pour ça, nous, au ministère des PME, sous l'autorité de Mme Lydia Mikolo, ministre des PME de l'artisanat, nous avons porté le projet du système national à l'entrepreneuriat, qui est un projet qui vise à tourner le système éducatif vers l'auto-emploi. Donc, encourager l'insertion professionnelle par l'auto-emploi, parce qu'aujourd'hui, l'administration n'a plus le gabarit pour absorber toutes ces qualifications. Vous imaginez, quand vous regardez le bac, près de 45 000 jeunes sont admis chaque année, bon, sans compter les autres tests ou concours, on peut dire, en l'occurrence, 100 000 jeunes arrivent sur le marché du travail. On a des jeunes de plus en plus diplômés, mais qui ne trouvent pas du travail. Pourquoi? Parce que les qualifications, quelquefois, que offre le système éducatif ne sont pas en adéquation avec les besoins des entrepreneurs qui, eux, veulent des expertises dans certains domaines. C'est le travail que fait actuellement le gouvernement, non seulement d'orienter le système éducatif vers l'auto-emploi, mais aussi de créer des filières qui répondent plus aux besoins du marché du travail. Avec le ministre de l'innovation, par exemple, le ministre Mabundu, de la recherche scientifique, il y a un travail qui se fait de manière à ce qu'il y ait un incubateur qui fait la promotion de l'innovation technologique pour que toute la créativité de ces jeunes, ce potentiel s'exprime et soit breveté et permette d'accompagner, servir de support pour accompagner le progrès économique. Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle de mécanisation agricole, ce sont des solutions innovantes qu'il faut porter. Avec l'avènement de l'IA, avec l'avènement de la nouvelle technologie, il y a des pratiques qui se modernisent et la recherche scientifique se met comme un catalyseur pour accompagner le progrès technologique dans les filières qui sont définies par le PND, notamment l'agriculture au sens large. Alors, indépendamment du vainqueur, selon vous, quelle est la réforme prioritaire que le peuple congolais attend dès le premier mois du nouveau mandat? La réforme prioritaire, selon vous? À mon entendement, si vous n'aviez pas parlé de réforme prioritaire, j'aurais dit action prioritaire. Sinon, action prioritaire pour moi, ce serait l'électrification, comme le président l'a dit. Travailler sur la question d'électricité. Parce que pour que les commerces se créent, les petits commerces émergent, il nous faut une électricité de qualité et à moindre coût. Au-delà de ça, si nous parlons de réforme, je dirais la réforme du système éducatif. Mais il faut comprendre une chose, que même recentrer le système éducatif, c'est travailler pour l'avenir, ce n'est pas pour aujourd'hui. Parce que c'est travailler dès le primaire, le secondaire, pour que des nouveaux esprits émergent qui appréhendent les défis beaucoup plus efficacement que ceux de notre génération, qui peinent peut-être à comprendre un certain nombre de choses et peut-être qui sont victimes des travers de l'orientation du système éducatif. Je me rappelle que la volonté a été posée des assises et par là, on trouve des pistes pour aller dans ce sens. Mais la première action, comme a dit le chef de l'État, c'est offrir de l'électricité à moindre coût pour permettre aux activités de se développer. Parce que, en réalité, le maître mot, c'est consommer. On commence d'abord par consommer, donc se nourrir, pour poser d'autres actes. Donc la priorité, c'est déjà à arriver à ce niveau-là, offrir aux Congolais
l'électricité à moindre coût. Il y a le ministre d'État, ministre des Infrastructures, qui travaille sur un projet Afrique. Ce projet-là vise à mutualiser les efforts au niveau africain pour offrir à l'Afrique des capacités à produire de l'électricité à moindre coût et disponible pour les populations. Donc, du moment que le challenge est arrivé au niveau supranational, ce serait intéressant pour mutualiser les efforts et permettre de faciliter l'intégration économique aussi. Avant de chuter sur l'entrepreneuriat, je pose cette dernière question. Nous avons 7 candidats en lice qui aujourd'hui sont en train de se battre pour la magistrature. Alors, nous allons lentement vers la 2e semaine des campagnes. Quel est le regard que vous portez? Vous essayez de suivre, comme vous l'avez dit au début de cette émission, tous ces candidats aujourd'hui qui sont en train de se battre pour aujourd'hui avoir la chance de diriger ce pays. Vous les suivez sur les réseaux comme à la télévision. Quel est le regard que vous portez sur ce qui se passe en ce moment? Bon, je dirais que beaucoup de tristesse. Je le dis sans prétention, mais 15 ans d'expérience au sein de l'administration me permet quand même d'avoir une jauge qui pourrait me laisser comprendre que nous avons face des personnes qui ont la mesure des défis. J'ai regardé, je les suis tous, et pour ceux qui me connaissent, je suis très actif sur les réseaux sociaux également. J'ai regardé, personne ne fait de l'électricité son premier pilier, alors que tout part d'abord du pilier électricité. Et je vois des déclarations, modestement, mais que moi je qualifierais par exemple d'emporte-pièce, parce que vous avez des candidats qui disent « nous allons créer 100 000 entreprises en 100 jours ». Et quand je l'ai suivi à travers Diana TV, on pose la question de savoir dans quel secteur, il dit le secteur agricole. Je me suis posé la question, est-ce que ceux-là comprennent quel est le cycle de vie des activités agricoles, partant du labour jusqu'à la récolte, et quelle est la filière qui pourrait offrir 100 000 emplois en 100 jours? 100 000 emplois en 100 jours, statistiquement, ça veut dire quoi? 30 000 emplois le mois, 1000 emplois le jour. Donc, créer 1000 emplois le jour dans le secteur agricole. Et de l'autre côté, je vois des candidats qui disent électrifier le Congo en 100 jours. Je me dis, quelle est l'étude de faisabilité qui a été faite? Je n'en sais rien. Et qui parle d'augmenter la TVA. Je suis inspecteur des impôts. Qui dit augmentation de la TVA dit augmentation du prix de la consommation. Ça veut dire que vous allez basculer de plus en plus de jeunes dans l'extrême pauvreté, parce que quand vous augmentez la TVA est l'impôt le plus injuste, qui ne prend pas en compte notre capacité contributive. Que vous soyez riche ou pauvre, quand on achète un Coca-Cola, on paye le même niveau de TVA, le même taux. Donc, quand je regarde tout cela, il y en a qui parlent de donner 25 000 francs à chaque bébé né. Je me suis posé la question, j'ai dit, ah bon? Mais est-ce que ces candidats savent quel est le taux de natalité annuel au Congo? Quel est le taux de fécondité par femme? Vous voyez, de 4 bébés par femme. Donc, si il estime donner 25 000 francs à chaque ménage qui fait un bébé, je me dis, comment il va faire? Comment il va le décliner? Parce que pour offrir, il faut que ça soit prévu dans les lois de finances. Comment ça va se réaliser? Et où ils trouvent l'argent? Parce que tous, ils recusent le niveau d'endettement qui a servi de financer les infrastructures. Mais ils disent tous qu'ils vont faire des choses. Et je dis trop souvent, il est facile de prétendre redistribuer une richesse qu'on n'a pas soi-même créée. Si aujourd'hui ils reconnaissent qu'il y a de la richesse créée, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un travail qui a été fait. Donc, vous arrivez dans une maison et dites, ben, je vais prendre ton salaire, je vais faire plus que toi. Mais il faut reconnaître d'abord qu'il a travaillé pour avoir un salaire. Donc, je me dis, quand je regarde, après, les ambitions sont légitimes. Chacun a le droit, comme le président a posé le cadre du jeu démocratique, de prétendre à la magistrature suprême. Mais il faut démontrer, tant soit peu, qu'on a les capacités, parce qu'il s'agit de la vie des autres. Et c'est ça mon diagnostic. Nous allons chuter par l'entrepreneuriat. On parle souvent d'amélioration du climat des affaires. Sur le terrain, est-il plus facile aujourd'hui de créer une salle aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Une salle que? Aujourd'hui, c'est-à-dire sur le terrain en ce moment, serait-il plus facile de créer
une SARL à Brazzaville qu'il y a 5 ans passés. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans le paysage qui est le nom de l'écosystème du ministère Petite et Moyenne Entreprise, une SARL se crée à 300 000 francs. À l'époque, c'était encore plus cher que ça. Tout ce qui est société à responsabilité limitée, SARL, c'est une société de personnes. Après, vous avez toutes sortes de sociétés, les SAS, sociétés Action Simplifiée, les sociétés anonymes. Tout ça, c'est 300 000. C'est le prix qui est fixé par la taxe unique. Après, vous avez l'entreprise individuelle qui est 100 000. Mais aujourd'hui, il est plus facile. Pourquoi? Parce que le guichet unique, le cadre qui a été posé par le chef de l'État, d'avoir toutes les administrations à demeure pour faciliter la création et simplifier les procédures et réduire le coût de création, fait qu'aujourd'hui, on peut plus facilement, vous tapez www.acpce.cg, vous vous retrouvez directement au site. Pour ceux qui nous suivent, même ceux qui sont en opposition, c'est intéressant parce que j'ai comme l'impression que personne ne regarde ce qui est fait. Le cadre d'action stratégique n'est pas visité et quelquefois on dit des choses qui sont déjà faites. Je vois beaucoup de candidats dire des choses, mais qui sont déjà faites. Par exemple, quand on parle d'un revenu, de parler un impôt de quelqu'un qui est un étranger commence à payer un impôt, c'est le travail qui est déjà fait. Aujourd'hui, l'État travaille comme aux États-Unis, chaque citoyen américain paye son impôt là où il se trouve. L'État travaille déjà sur ce cadre. Et l'État allait plus loin même. Nous avons la compensation carbone, ça veut dire que l'État travaille à valoriser le marché carbone de manière à ce qu'il prélève des impôts dessus et que les entreprises respectent au mieux les sauvegardes environnementales. Et parmi les premiers pays, le Congo est 2016, avec le Bénin et d'autres, 2016, nous nous sommes dotés du CDN, du cadre déterminé national, qui en réalité est le cadre qui fixe l'orientation pour la préservation des sauvegardes environnementales. Donc il y a un travail qui se fait. Et moi j'estime que aujourd'hui, il faut travailler sur ce qui n'a pas été fait pour améliorer, parce qu'il n'y a pas un pays qui soit développé qui n'a pas de problème. Tous les pays ont des problèmes. Maintenant, à nous de nous concentrer sur ce qui n'a pas été bien. L'avantage, c'est que, concernant le président, la petite parenthèse du tâtonnement, le fait d'avoir tenté et tant soit peu avoir réussi ou pas, fait de lui le candidat le plus expérimenté, bien sûr. Qui a le diagnostic du système qui oriente l'énergie de l'action publique et qui peut proposer de vraies solutions. Bon, après, je regarde des candidats, il y en a, mais ce que je remarque, c'est qu'il y en a qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, dans l'administration publique, mais qui prétendent améliorer la gouvernance publique. Donc, ça aussi, c'est un problème. On peut l'imaginer, peut-être, parce que nous travaillons aussi sur les aspects du New Management public pour amener les pratiques du privé dans l'administration avec les contrats de performance. C'est pas faux, mais il faut faire une expérience. Je me pose une question simple en tant que citoyen. Là, je ne vous parle plus en tant qu'administrateur ni acteur politique. Est-ce qu'avec 25 millions, le cadre qui a été posé, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un incubateur pour accompagner les petits projets? Mais c'est la meilleure façon de mobiliser les acteurs autour de vous. Ces jeunes qui ont des projets de 500 000, 200 000, au lieu d'aller donner 25 millions pour être à la tête de l'État, pour voyager en classe affaires et avoir tout ce qui va, on peut accompagner si réellement on porte les engagements du peuple et les préoccupations du peuple. Donc je me dis qu'il y a un peu trop d'opportunisme politique, beaucoup d'impréparation et énormément d'incantations et de prétentions. Et ça, c'est mon avis personnel en tant que citoyen et ça me pose beaucoup de problèmes. Quelles sont les 3 principales barrières qu'un jeune Congolais rencontre lorsqu'il veut passer de l'informel au formel? Principale barrière, ça a souvent été, c'est comme je vous l'ai dit, hein, nous les administrateurs, nous avons appris, en ce qui nous concerne au ministère des PME, de sortir des bureaux pour aller à la réalité, au contact des entrepreneurs et apprécier la réalité économique de terrain. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent que le principal problème, c'est l'impôt. La pression fiscale, pour le dire simplement. Or, depuis 2019, il y a des mesures incitatives qui ont été prises au niveau des lois de finances pour favoriser la phase d'amorçage pour les entrepreneurs. Mais, c'est pourquoi je vous ai dit que le problème, c'est les administrateurs. Il y a beaucoup, malgré ce cadre, vous avez toujours des administrateurs véreux, hein,
je n'attaque personne, mais qui, par exemple, vont aller prélever une patente là où celui-là n'a pas le droit de payer la patente. Parce que, exonéré par les lois de finances, 75, 50 jusqu'à 25%, mais vous avez de ceux qui vont sur le terrain, qui font partie des organes de répression, mais qui vont de façon officieuse prélever et mettre à mal le cycle dans la phase d'amorçage, ces acteurs qui entreprennent pour créer de la richesse. Parce qu'il n'y a pas d'employés sans entreprise. Et c'est ça le problème. Quand ils vous disent, conseiller, il y a le poids de la fiscalité, en réalité, c'est même une illusion. Parce que quand vous regardez, en 2014, le taux de pression fiscale au Congo, il était de 8%. En 2025, il est passé à 10%. Quand le ministre des Finances a eu des consultations avec ses homologues, a posé l'objectif par rapport à la directive 119, qui est un cadre sous-régional, de passer à 17% de pression fiscale, parce qu'en réalité, nous avons le taux de pression fiscale le plus faible par rapport au Gabon, par rapport au Cameroun. Gabon 11% en 2024, Cameroun 14%, ainsi de suite. Mais le problème qui se pose en soi, ce n'est pas la fiscalité, mais c'est la parafiscalité. Tout ce qui vient s'imbriquer dessus. Et quelquefois, les acteurs véreux, effectivement, qui font fi du cadre légal pour continuer à avoir des pratiques dolosives qui mettent à mal la création d'entreprises. C'est pourquoi je dis que c'est un problème de mœurs. Si le problème de mœurs est réglé, tous les autres problèmes tombent. Donc c'est vraiment ça, au niveau des acteurs économiques. Ils parlent souvent de la pression fiscale et du coût de formalisation. Et pour ça, nous avons le programme pour lequel je suis directeur national, multisectoriel intégré de soutien à l'entrepreneuriat, qui a été intégré aux lois de finances 2026. Ce programme prend son ancrage sur le décret portant approbation, mise en œuvre accélérée du PND 2022-2026, consécutif à l'année de la jeunesse, qui a créé un programme pro-jeune, dans le cas promise, un jeune, une entreprise, qui permet à un jeune, au lieu de créer une entreprise à 100 000 entreprises individuelles, parce que nous les incitons à créer la première phase, parce que chaque statut a une corrélation avec le régime fiscal. Or, au départ, si vous choisissez mal le statut juridique, vous souffrirez tout de suite du poids de la fiscalité. Donc, on les encourage à entreprendre sous le format entreprise individuelle. Au lieu de payer 100 000, l'État prend 75% en termes de subvention et il ne paye que 25 000, mais il profite d'une formation de 2 semaines au niveau de l'ADPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, et arrivé à la CPC, vous avez des conseils d'entreprise qui vous disent, par rapport à votre activité, voilà ce qui peut être fait. Et après, on leur donne des informations sur tout ce qui peut être les défis à relever dans la phase, dans le premier cycle entrepreneurial. Donc voilà. Est-ce que ça ne nous perd pas un peu? Quelle est la différence entre ce nouveau programme, le FONEA et le FIGA? Parce qu'apparemment, nous avons également entre le FONEA et le FIGA cette histoire de crédit et de formation. À ce moment-là, avec ce nouveau programme, qu'est-ce qui est différent? Bon, déjà le FONEA c'est un fonds, le FIGA c'est un fonds. Et au niveau du ministère de la Jeunesse et de la Formation qualifiante, je parlerai plutôt du programme du programme Mossara, qui travaille sur les qualifications, puisque vous avez parlé du défi de l'inadéquation qualification-emploi qu'il faut relever. Le programme Mossara qui travaille sur les qualifications. Il y a un répertoire de compétences et puis le FONEA aujourd'hui travaille avec les entreprises pour tourner les qualifications vers les besoins de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de formidable que le FONEA arrive à faire. Et puis le DG FONEA que je connais, qui me le permet, fait un très bon travail. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est assez pragmatique. Donc le FONEA, sous la tutelle du ministre Hugues Ngolondele, arrive à mettre en place un certain nombre de projets. Vous avez aussi le projet Stagi, qui encourage plein de jeunes avec le programme des Nations Unies pour le développement, d'avoir des stages, une forme d'imprégnation, comme on dit, des contrats jeunes apprentis, qui leur forment à s'approprier le cadre professionnel, les enjeux, ainsi de suite. Et vous avez aussi le programme PAGE, qui est du ministère de l'Agriculture, qui incite les jeunes à avoir de l'appétence aux activités agricoles. Et au-delà de ça aussi, vous avez le ministère des Affaires sociales avec le programme d'inclusion productive des jeunes, qui eux travaillent à autonomiser avec le ministère des PME des jeunes en les formalisant, les incitant à sortir du secteur informel. Parce qu'en réalité, le secteur informel vous handicape. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas un statut, vous ne pouvez pas prétendre à des appuis.
Donc la condition, la première, sinon la question préjudicielle à répondre, c'est est-ce que vous avez un statut? C'est le Y qui est fonction de X. Il faut d'abord avoir un statut pour prétendre avoir des appuis. Et nous y travaillons. Les fonds de garantie de l'État sont-ils une réalité pour le petit entrepreneur ou un effet d'annonce? Bon, moi je parle de la réalité de terrain. Beaucoup de jeunes ont été accompagnés, mais beaucoup encore restent accompagnés. Et beaucoup se plaignent du fait que, quelquefois, les délais de traitement des dossiers ne sont peut-être un peu trop longs. Quelqu'un peut demander un accompagnement pendant près d'une année. Ce sont des problèmes qui se posent à nous. Mais aujourd'hui, avec l'IA, nous pensons que nous pouvons, la dématérialisation des procédures et la promotion du e-government, faire en sorte que même à travers un logiciel avec des petites questions, on peut arriver à produire un business plan et à partir de ce business plan, cibler un accompagnement de manière à ce que l'entrepreneur aille déjà sur le terrain exercer ses activités, créer de la richesse. C'est un vrai problème de la chaîne administrative de fois qui apparaît un peu suffisamment lourde, mais nous y travaillons. C'est des vraies questions qu'ils nous reprochent. Ils disent, conseiller, j'ai déposé mon dossier devant tant. Des fois, ils écrivent à Madame la ministre qui nous donne des orientations précises pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et le problème se pose là, mais je pense qu'avec le progrès technique, nous allons aller, c'est le souhait de Madame le ministre, d'aller à une action beaucoup plus efficace, de traitement plus rapide et d'accompagnement ciblé. C'est ce que nous faisons. Nous sommes même en train de capitaliser les expériences avec la Banque mondiale, le projet PADEC, le concours de plan d'affaires et le FAD-PME, le Fonds d'appui de développement des petites et moyennes entreprises. Tous ces fonds font un travail formidable, mais il faut, nous travaillons toujours à les optimiser parce que ce sont des leviers qui ont été nouvellement installés. Le FIGA, c'est 2019. Le FONEA aussi nouvellement installé, c'est récent. Et donc, il y a, comme on dit, une phase pilote expérimentale et nous montons en puissance de manière à ce que nous répondons au mieux aux attentes des bénéficiaires. Si vous deviez suggérer une seule loi immédiate au futur gouvernement pour booster l'emploi privé, laquelle serait-il? Si je peux? Si vous pouvez suggérer une seule loi immédiate. Une loi? Une seule loi immédiate au futur gouvernement. Bon, ce qui est sur cette question, comme je ne suis pas du côté du législateur, je travaille aux côtés de ma ministre. Et moi, souvent, je suis beaucoup le président. Je l'ai suivi son discours du réveillon d'armes. Il y a ce qu'on appelle la discipline. Et moi, j'attache beaucoup d'intérêt à la discipline. C'est-à-dire que celui qui porte l'action politique pour réformer le cadre, c'est la ministre. Et la ministre en a porté suffisamment, avec beaucoup de réformes du cadre légal. On a tourné le FIGA, on a réformé le FIGA, on a beaucoup fait. Et sous l'instruction du président, c'est le président qui donne les lettres de mission à ses ministres, en l'occurrence ma ministre, et nous avons continué. Mais par contre, sur cette question, ça me permet de rebondir. Il y a un candidat qui a fait plus de 15 ans, sinon 20 ans au Parlement, qui prétend changer la gouvernance, le Congo de demain. Je me pose la question, ce serait intéressant de leur poser la question, quel est le cadre qu'ils ont posé en termes de proposition de loi pour libérer les énergies créatrices de richesse, pour que le Congo d'aujourd'hui valorise les talents de ces jeunes, qui en réalité constituent la plus grande partie du dividende démographique, 75%. On ne peut pas composer sans eux. C'est pourquoi je dis, dans l'espace politique, il y a beaucoup de bavardage. Ça, c'est mon point de vue, mais je vous parle en tant que citoyen. Parce que j'ai deux casquettes, citoyen et administrateur. Mais là, en tant que citoyen, je constate qu'il y a beaucoup de bavardage. Et c'est important, je vous prends par exemple la loi sur les USSD, qui est une loi formidable qui peut libérer les énergies et qui a permis de l'interopérabilité. Donc aujourd'hui, par exemple, quand vous allez pour faire vos formalités de création d'entreprise à la CPCE, même avec un seul numéro, que vous avez RTL ou MTN, vous payez. Mais ça a été le fruit d'une action, d'une proposition de loi qui a rendu possible cela. Nous travaillons sur les crédits digitaux actuellement pour rendre les microcrédits plus accessibles depuis le mobile money. Et il y a beaucoup de cadres qui ont été mis en place, mais pour ma part, je ne légifère pas. Je concours à accompagner ma ministre dans l'action de légiférer en termes de proposition de loi parce que l'exécutif, quand il légifère, on parle de projet de loi et du côté du législatif, c'est proposition. Donc j'accompagne ma ministre dans l'action d'initier des projets de loi. Elle a fait énormément et puis nous espérons que ça va répondre tant soit peu aux attentes de nos acteurs, sinon les entrepreneurs. Merci beaucoup, M. Ray Okana, d'avoir été sur ce plateau aujourd'hui
Et on se dit à très bientôt. J'aurais voulu dire un mot. Allez-y. Merci, Madame Ekibat. Je n'ai pas pu parler de ma casquette de directeur national du programme de soutien intégré à l'entrepreneuriat, Promise, qui est un programme financé en cofinancement avec le programme des Nations Unies pour le développement, et saluer les bailleurs, l'implication des bailleurs dans l'accompagnement de l'action du chef de l'État. C'est lui qui a fixé le cadre du quinquennat. Et sur ce programme, nous envisageons accompagner 10 000 entreprises par année. 10 000, c'est un objectif réaliste. Nous avons 15 départements. Si vous divisez par 10, ça vous donne à peu près 750 entreprises par département. Et chaque département a des démembrements. Par exemple, pour le cas de Brazzaville, on a près de 9 arrondissements. Chaque arrondissement a à peu près 70 entreprises. Donc l'objectif est réaliste. Nous envisageons, par ce programme, valoriser le potentiel des territoires, combattre les inégalités territoriales, faire en sorte que les territoires soient des pôles d'industrialisation qui accompagnent le développement national. Nous avons une vision de partir du développement local pour accompagner le développement national. Donc c'est la vision de Madame la Ministre, et nous l'avons traduit au sein d'un document. Nous avons au niveau de l'artisanat, par exemple, prévu des dispositifs comme le BOCA. Le BOCA, c'est un dispositif qui va permettre aux artisans, par exemple, s'il a des commandes de table bombe, par exemple 10, et qu'il n'a pas l'argent, il peut transformer ces bonnes commandes en titres, d'emprunt, et avoir un financement rapide, financer le travail de production de ces tables bombe, et puis ensuite est directement payé. Il y a le défi de la maîtrise des risques sociaux. Le président, le ministre, paix à son âme, qui a travaillé sur ces questions, qui a mis en place la CAMU, avait une vision beaucoup plus large des défis à relever, et les risques sociaux, ce sont des risques très grands à maîtriser pour nos artisans, pour tous les acteurs, et nous pensons que nous, au niveau du ministère des PME, de renforcer cette action, et nous travaillons actuellement sur la protection sociale des artisans, mais qui était déjà prévue dans le cadre posé par le ministre de la fonction publique, le ministre d'État, la CAMU, qui prennent en compte ce volet artisanat. Donc vraiment, dans ce programme, il sera mis en œuvre avec le PNUD. Nous sommes déjà en cours de la mise en œuvre, l'unité de coordination nationale qui va travailler avec l'Agence congolaise pour la création des entreprises, et qui va permettre à ce que ce projet prenne en compte les spécificités de l'essor de l'entrepreneuriat. Vous êtes femme, Madame Ekibat. Il faut dire qu'il est plus difficile à une femme aujourd'hui d'entreprendre qu'un homme. Effectivement. Parce qu'il y a la question du harcèlement sexuel en milieu d'affaires. Ce programme traite de ces questions. Et les incubateurs, nous avons prévu des incubateurs genrés pour combattre les inégalités, de manière à ce qu'une femme qui a un bébé, lors des programmes d'incubation, ait la capacité de voir son enfant suivi pendant qu'elle suit sa formation, et pour qu'on arrive à mieux lutter contre les inégalités à la fois sociales et économiques, et accompagner le progrès social. Donc voilà un peu mon dernier mot, ce que je pouvais dire en ce qui concerne mon action en tant que directeur national du programme Un jeune, une entreprise. Nous vous souhaitons plein succès pour ce nouveau programme, et on se dit à très bientôt. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, ainsi que tous les techniciens qui ont rendu possible l'émission. Merci aux techniciens, merci aux caméramans, merci à vous, car sans vous, nous ne pouvons être là. C'était un plaisir. On se retrouve très bientôt, toujours sur Télécongo.